Depuis plus de 100 000 ans, l'être humain pratique des gestes funéraires précis qui varient selon les cultures et les époques. Des momies de l'Égypte antique aux miroirs recouverts du judaïsme, des gisants chrétiens aux volutes d'encens asiatiques, le but est toujours le même: honorer celles et ceux qui sont partis. Au lendemain du coup d'État au Chili, en août 1973, Hector trouve le corps inanimé de Victor. Il décide d'honorer sa mémoire, mais aussi son combat au péril de sa vie. Parce que Victor n'est pas n'importe qui. Il porte en lui la voix de toute une génération. Vous écoutez Transfert, épisode 312, un témoignage recueilli par Antonella Francini avec Sarah Koskiewicz. Je suis né à Santiago du Chili, en Amérique du Sud, en 1950. Et mes parents sont de la campagne qui sont émigrés à la ville à l'époque pour des travail. C'était teinturier. Donc j'ai grandi au milieu des teintures, des vêtements. Ils avaient une grosse basse-cour, donc il y avait des poules, donc il y avait des œufs, des lapins, il y avait des oies. Il y avait à manger. Mon père, à tous ses enfants et ses neveux, il nous faisait lire toutes les tendances des journaux. Chacun de nous devait lire un article. On faisait le tour de la table. Et l'après-midi, tango. Et donc, ma vie d'enfant, j'ai eu le gros privilège qu'ils m'ont inscrit en une crèche assez ouverte, très sociale. Tous les lundis, il fallait amener un morceau de bois ou un peu de chocolat, un autre lundi, un morceau de sucre. Et des jeunes femmes, ils nous faisaient un petit déjeuner au feu. Et on mettait tous ces produits et on prenait soit du chocolat ou du thé. Et on coopérait chaque petit enfant avec un geste de solidarité. Ces profs, ils étaient en train de nous apprendre qu'est-ce que c'est la solidarité. Moi, je me suis approché énormément du syndicat d'étudiants de l'époque. Quand j'ai fini le lycée, on passait l'équivalent au bac. Les examens, on obtenait des points. Donc, suivant les points, c'était un rapport à la carrière à suivre, le métier à suivre, ingénieur, médecin, etc. Et j'ai passé avec succès ces derniers examens. Je prends comme profession, prendre des empreintes digitales, comment prendre une empreinte digitale, comment l'étudier. Ça s'appelle techniquement classification. Chacun de nous a dans ses mains une empreinte qui est unique. Et donc, ça donne un numéro, et ce chiffre de 10 numéros permet l'identification d'une personne. Et donc, tous les Chiliens en particulier, on est fichés et on nous trouve en question de 10 minutes. Donc, j'ai été nommé comme fonctionnaire dans un service carte d'identité et passeport. Les cartes d'identité et passeports sont faits par l'état civil. Et je prenais les empreintes digitales à des jeunes qui prenaient pour la première fois ces papiers, en fait. J'étais extrêmement heureux. C'était très riche parce que je vivais dans un quartier assez populaire, mais assez ouvert, qui vivait comme ils pouvaient. Et ces gens, en même temps, très engagés avec son quartier. Et c'était très participatif. Il y avait la naissance des groupes folkloriques, des groupes qu'on appelait des protestes, de demander des choses pour le peuple, quoi. On a commencé à connaître les problèmes des paysans. Donc, il y avait une pauvreté dans les campagnes chiliennes. Il y avait une femme très engagée qui s'appelait Violeta Parra. Elle était très passionnelle et des chansons engagées, mais aussi d'amour. Derrière elle, il y avait des jeunes groupes qui la suivaient. Et là, on a connu un jeune homme de théâtre d'origine paysanne, autodidacte et chanteur, Victor Jara, quoi. Je l'ai vu en concert. Il a gagné un festival avec une chanson qui s'appelle La prière des laboureurs. Et c'était ambassadeur culturel du gouvernement de Salvador Allende. Il participait énormément dans des campagnes, dans des festivals, etc. Il enregistrait des disques, vinyles à l'époque, des cassettes. Donc c'était assez connu.
Amérique latine, à ce moment, on venait d'être secoué avec la révolution cubaine, qui a eu une influence énorme dans toute l'Amérique latine, du point de vue politique. Ça veut dire qu'en 1959, des jeunes universitaires, ils prennent les pouvoirs. Il y avait une dictature qui s'appelait Batista. Et donc, ces jeunes, ils ont pris les armes, ils ont fait la révolution de l'intérieur avec les paysans. Moi, avec 19 ans, on n'avait pas le droit de vote. Les élections de 1970, j'ai pas voté. Il y avait un candidat pour la droite chilienne, un conservateur, qui proposait la continuité, un centre démocrate chrétien et un homme qui s'est présenté pour la 3e fois, Salvador Allende, socialiste, et qui proposait un programme socialiste pour le Chili en démocratie, la unité populaire. C'était tout à fait nouveau. Il gagne les élections en 1970, le 4 septembre 1970. Avec ma famille, on est allé au centre-ville à fêter et c'était arrivé au pouvoir de Salvador Allende. Et lui, il a parlé, il nous a proposé un programme avec 40 mesures immédiates en 100 jours, très populaires. Par exemple, une qui m'a marqué à l'époque, un demi-litre de lait pour enfants chiliens, obligatoire, par jour. Ça a été une période très tendue. Il y a eu des élections municipales. On parlait entre nous que ça va être très dur. On ne croyait pas d'un succès à niveau municipal. Il se trouve qu'il y a eu la grosse surprise. Ils ont voté massivement pour lui, Salvador Allende. Et c'est là que moi, je participe directement parce que j'ai eu le droit de vote. Au milieu de cette crise, Allende nomme un ministre militaire. Et donc, entre les personnes qu'on commence à connaître, les Chiliens, c'est un général appelé Pinochet. Il y a une photo, une cérémonie à l'Stade national où il y a Salvador Allende et derrière le général Pinochet avec des lunettes noires. Et il y a eu un essai de coup d'État qui a été contrôlé. Et on parlait d'une possible intervention militaire. Donc la situation était très tendue. Et le 11 septembre 1973, je me préparais pour aller travailler. On a écouté par la radio qu'il y avait des exercices militaires navals devant la ville de Valparaíso, pas loin de Santiago. Et donc, ce que je fais, je vais à mon travail. Et on était très tendus. Et donc, à un moment, il nous appelle en réunion urgente. Et ma chef, elle a dit textuellement, moi, je reste et j'autorise à partir. Je dis, moi, je reste. Après, on est monté ce 11 septembre à la terrasse parce qu'on écoutait passage d'avion vers la Moneda. C'est un bâtiment officiel, c'est le siège du gouvernement. On voit passer les avions pour le premier bombardement. Là, on comprend que c'est fini, que c'est vraiment une intervention directe de l'armée chilienne et de l'aviation. On écoutait avec une radio à pile la suite, ce qu'on appelle le dernier discours du président de la République, Salvador Allende, qui nous parle de rester tranquille, que lui sera avec nous pour toujours. Il nomme les généraux, donc entre eux à Pinochet, qui ont trahi sa propre patrie, etc. Et après c'est coupé, et après silence total. Et donc là, ma chef, elle a dit, aujourd'hui la démocratie est morte au Chili, il faut qu'on rentre chacun de nous dans nos maisons, parce qu'on ne sait pas comment ça va passer. On devait accepter que l'armée prenait le pouvoir, qu'Allende serait mort, on n'avait plus de nouvelles, et que tout notre rêve, il finissait mal, quoi. On a commencé à digérer ça, dans la tension, dans la peur, et ces passages interminables toute la journée et la nuit des hélicoptères. Et quelques tirs dans l'angle de rue, et silence, beaucoup de silence. Donc, on arrive tous très tendus, on se dit des petits bonjours très bas,
La peur était évidente. Et donc, les chefs, les directeurs des services civils, ils n'étaient plus là. Il n'y avait que des militaires. Un d'eux, il nous a fait réunir à tous en un grand salon où il y avait des meubles avec des fiches. Et donc, il est monté sur ces meubles. Il a dit, messieurs, dames, on a un petit problème avec un collègue de vous. On s'est regardé, quel problème, quoi. Et donc, on a besoin de volontaires. Et comme bon militaire, il a dit, toi, entre eux, moi. Ils nous sont séparés, ils nous sont emmenés vers la sortie, c'était que des jeunes, et ils nous sont montés dans un camion militaire. On est rentré pour une grande avenue qui s'appelle l'avenue de la Paix, et c'est là que j'ai compris pourquoi on allait à cette avenue, parce qu'au fond de l'avenue, il y a le cimetière général de Santiago, et à sa gauche, il y a l'Institut médico-légal, la morgue. Je savais qu'on avait un collègue dans la morgue en permanence pour identifier les morts des rues ou des crimes, assassinats, chargé de prendre les empreintes digitales. Quand ils nous ont fait descendre de ce camion militaire, on est rentré, ils ont ouvert une porte et on rentre et à l'intérieur, il y avait un des chefs des bons services, que je connaissais très bien. Il nous reçoit, il nous montre les fiches, l'encre, il y a un appareil pour passer l'encre et prendre les empreintes. Il m'a pris à moi à côté. Il savait que moi, j'étais syndicaliste, que j'étais très engagé pour l'unité populaire, etc. Donc, il m'a pris à part, il m'a dit, garçon, tu vas traverser cette porte et ça va être extrêmement dur. Il faut que tu sois très fort. Une fois qu'ils nous ont donné le matériel, ils ont ouvert cette porte. Il y avait des centaines de corps très bien arrangés et des camions de militaires et des jeunes militaires. Ils prenaient des corps morts et ils le balançaient comme un sac de pommes de terre. Et tous les corps avaient les yeux ouverts. Et donc nous, on a commencé à prendre les empreintes digitales toute la journée, en pensant que peut-être j'allais rencontrer quelqu'un. C'était un travail mécanique, macabre, ouvrir les mains, les écarter, mettre de l'encre. Il faut établir que ces corps correspondent à telle personne. Ces fiches, ils sont envoyées à l'état civil pour faire l'acte de décès. Et donc, je suis allé retourner à ce boulot le matin, le lendemain. Et c'est là qu'un collègue m'appelle pour me donner note de quelque chose d'important est passé là, devant lui. Donc, il m'appelle, il me dit, là, il faut qu'on prenne les empreintes d'un grand ami, un grand camarade à nous, Victor Jara. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Et donc, apparemment, le corps a été jeté, il a roulé, il était gonflé, évidemment. Donc, on a pris les empreintes. Un collègue, je lui ai dit, tu vas garder le secret, même chez toi, tu diras rien, d'accord? Et cette fiche, je ne vais pas la donner au service régulier. C'est moi qui va la garder. J'ai pris cette fiche, j'ai attendu que ça sec, j'ai regardé à gauche et à droite et je l'ai cachée entre ma chemise et mon pantalon. Je suis rentré chez moi et là, j'étais obligé de le dire à mes parents, je les ai réunis à tout et j'ai dit que j'ai ramené dans la maison une fiche que je ne devais pas la ramener comme un fonctionnaire de l'État. Je faisais quelque chose qui n'était pas dans la norme. Mais à ce moment, je ne réfléchissais pas à la question de danger. Je réfléchissais que, comme j'avais dans la tête que personne à l'extérieur ne savait l'histoire chilienne d'un coup d'État, et là, j'avais, moi, la preuve qu'un ambassadeur culturel de ce gouvernement et de ce pays a été assassiné, qu'on le sache. J'ai reçu l'appui immédiat de mes parents et de mes frères. Et mon père m'a dit, demain, je te réveille plus tôt et tu vas au bureau. Donc, je suis allé au bureau, j'ai pris le café avec une grande amie et je lui ai demandé que si elle acceptait d'identifier une fiche que je n'ai pas rendue au conducteur régulier. Elle m'a donné tout de suite son accord. Et donc, je se la passe sur la table, elle la prend, elle la garde dans sa poche. Question de 10 minutes, il monte dans son bureau, il descend dans le mien et avec un autre groupe de fiches, il m'a dit « Hector, la dernière, c'est lui, aucun doute ». Donc là, je cherche la J, la J de Jara, et je commence à mémoriser. Victor Lidio Jara Martínez.
date de naissance, parents, etc. Et marié. Et là, je découvre qu'il est marié avec une Anglaise. Je mémorise le nom de cette femme et je mémorise cette adresse. Quand je suis arrivé à cette adresse, je sonne à cette adresse et c'était le 18 septembre 1973, fête nationale du Chili. Un petit chien, il vient vers la grille, il y a un jardin, deux fenêtres, une porte et une petite fenêtre là-haut, à l'étage. Il se ouvre une petite fenêtre et apparaît là-haut une jeune femme blonde. C'était à 8 heures du matin, donc elle avait mal dormi certainement. C'est voyé dans son visage. Il me fait un signe avec la main qui descend. D'accord, il vient, il m'ouvre la porte, il me fait rentrer. Là, me présente une amie et ses deux filles, deux gamines. Au Chili, c'est l'habitude qu'on t'appelle Tio. La plus petite, Amanda, il me dit « Hola, Tio. Hola. Tu connais mon papa, Tio ?»« Oui. » Il me montre, il était en train de faire des coupages, des journaux, une photo de son père, en train de jouer la guitare. Je le demande à sa mère si l'ami peut amener les filles au 12e étage parce qu'on a à parler. Et donc, il me fait asseoir en un gros fauteuil. Je lui donne la pire annonce de sa vie, quoi. La mort du père de ses filles, de son mari et l'homme de sa vie. Elle prend mes mains, il met sa tête entre mes mains et pleure. En silence. Je ne sais pas combien durait ça, mais c'était éternel, quoi. Et là, je lui ai dit, écoutez, je vais vous accompagner à cet endroit. Mais vous avez deux filles, c'est extrêmement dangereux pour vous. Tout peut arriver, vous pourrez ni pleurer, ni tomber dans les pommes. Donc on est parti dans une camionnette à elle. On a traversé la ville en fête, plein de drapeaux chiliens dans les maisons, dans les voitures. Les jeunes militaires, les 4 qui étaient à la porte d'entrée, vous venez à nouveau, vous travaillez, férié, et on va à l'endroit où, del corps de Victor, il n'était pas là. Je panique un peu, et donc là, je traversais le corps et je le trouvais. Il était toujours habillé. Je l'ai aidé à sauter le corps et je lui ai dit, je vais vous laisser avec lui, là, mais en complet silence. Et moi, je vais surveiller l'escalier. D'accord. Donc je l'ai laissé, avec ses propres larmes, il nettoyait son visage, à genoux, et le corps était par terre. Je ne sais pas combien ça durait ça, c'était très 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 long. Et donc on est descendu, et là on est passé à la partie administrative de la morgue. On a rempli tous ces papiers, elle m'a donné l'acte de décès, elle m'a donné l'ordre d'enterrement. De là, de la morgue, vous allez directement au cimetière. Avec ces papiers, vous allez acheter une niche si vous n'avez pas un tombeau familial. Je n'avais pas peur. Chez moi, mes parents, ils nous ont appris toujours à aider à l'autre. Donc, de tout petit, c'était presque obligation d'aider à l'autre. Personne ne me dira à moi, tu n'as rien fait. Tu es resté indifférent. Tu as été un fonctionnaire. Non. Donc, on a fait la démarche administrative auprès du cimetière. Et on a traversé tout le cimetière de Santiago et on l'a mis dans son niche. Et le coq-mort est allé plus loin. Il a volé une couronne. Il a mis une couronne de fleurs. C'est là l'unique moment que j'ai craqué. C'était trop pour moi, c'était trop. Et donc la Joanne s'est rendu compte, il m'a embrassé, il m'a dit « Hector, on ne va pas se souvenir de ces moments de Victor, on va se souvenir de lui en train de chanter pour le peuple chilien, avec une guitare. » On est sorti en silence, et on s'est quitté, ils m'ont déposé chez moi. Je lui ai dit, cette maison, les portes sont ouvertes, si vous avez des problèmes, venez, et on ne s'est plus vu. Une fois que je rentré à la maison, toute ma famille m'attendait, et là, j'ai décidé de les raconter cette journée, parce que là, je me commençais à rendre compte qu'on avait fait une chose complètement illégale, parce que moi, comme fonctionnaire, je n'avais pas le droit de sortir encore, et même les garder dans son niche. Et donc, à mes parents, je leur ai dit, voilà, j'ai fait ça, ça et ça, donc c'est dans l'illégalité totale, et on doit garder le secret absolu. On arrive
11 octobre 1973, donc presque un mois après le coup d'État. Et dans mon bureau, il rentre des 4-5 militaires et 2 civils. Et donc là, ils m'ont amené arrêté au commissariat qui se trouve derrière ce bureau où je travaillais, de l'état civil. Et là, j'ai reçu quelques coups, par-ci, par-là. J'ai tombé dans les pommes et après, je me suis réveillé en une cellule. Après, vers 4h, 5h du matin, ils nous sont réunis en une cour. Ils nous sont montés avec les bras sur ta tête. Et nous ont fait monter en un autobus, des militaires à gauche et à droite, et on arrive à l'Stade national de Santiago. Et moi, j'étais sûr que c'était pour l'affaire Victor. Je commençais à digérer ça, que peut-être ils sont sûrs, peut-être ils le savent, que c'est moi qui l'ai enterré, qui l'ai identifié. Tous les après-midi, il y avait un gars qui avait une très belle voix, se mettait à chanter des chansons populaires. Et il y avait un homme de télévision qui avait une excellente mémoire. Dans la nuit, dans les couloirs, la nuit tombant, il lisait des mémoires, des petits contes et des nouvelles, ou des poèmes. Et un jour, on nous appelle par haut-parleur, par nom, Héctor Herrera. On nous a fait descendre vers la pelouse, et là, ils nous ont amenés à l'extérieur. On te frappait pour que tu avances. Et donc, en arrivant à cet vélodrome, ils nous ont mis automatiquement à tous, les détenus, soi-disant, un sac de pommes de terre. Et on attendait dans un couloir. Je voyais que par terre, c'est tout. Et après, ils nous ont appelés, dans une salle, beaucoup d'insultes. Tu es pour la junte militaire ou contre la junte militaire? Je lui ai dit, évidemment, si je suis arrêté ici, je suis contre. Ah, tu es franc. Signe, connard. Donc, il me passe un papier, que j'ai vu le papier. Moi, le citoyen Héctor Herrera déclare n'ai pas reçu aucun service dans l'arrestation dans l'Estade national de telle date à telle date. Après, j'ai repris mon travail, octobre, novembre, et en décembre, ils viennent cette fois-ci des civils me chercher. J'ai dit, là, ils sont au courant, c'est plus sérieux. C'est pas les militaires qui savaient rien, non. Donc, ils m'ont interrogé une fois, un type avec une machine, il avait mes renseignements civils, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, combien passeports et cartes fausses tu as fait, des falsifications de documents publics. Et le type, je l'ai dit, tout ça c'est faux. Il m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, demain tout sort. J'ai pu prouver qu'autant les militaires et la police civile, ils n'avaient aucun renseignement sur cette affaire. Donc mes amis qui m'ont aidé, ils ont gardé toujours le secret. Alors, il se trouve que je me présente à nouveau très maigre à mon travail. Et là, ma chef avait l'ordre que je devais quitter mon lieu de travail. Tout le monde pleurait et m'embrassait, etc. Un des collègues, sa fille, mariée avec un Français, avait besoin d'un secrétaire pour son entreprise. J'ai travaillé comme secrétaire dans son entreprise pour faire des peintures, régler des problèmes des plombiers, des plomberies. Et l'entreprise a commencé à se ruiner, il n'a plus de boulot. Et donc, ces Français décident de liquider ses affaires et revenir dans son pays natal. Donc, ils m'ont invité comme secrétaire, j'ai refusé. Et j'avais des rendez-vous avec des ex-collègues du bureau de l'état civil. Et un jour, arrive un en retard. Et cet ami arrive en disant, je suis en retard, je me suis désolé, parce qu'il cherchait, paraît-il, que quelqu'un de notre bureau a enterré Victor Jara. J'apprends qu'on m'a cherché parce que le niche en question était devenu à ce moment-là un symbole. Il y avait des gens qui allaient en semi-clandestinité, ils mettaient des fleurs rouges, des groupes chantaient, ils criaient « Vive Allende », etc. Et donc, ils ont commencé à chercher, ils se sont rendus compte certainement que l'unique corps enterré le 18 septembre, jour férié, que normalement l'administration ne doit pas marcher, qui a enterré ces corps. Et donc, j'étais divisé entre rester et partir, a fait que j'ai accepté ce boulot et je suis parti à Paris. Mes parents m'ont dédié une danse de tango pour moi, pour mon départ. C'est un tango que j'ai pleuré énormément et j'ai quitté chez moi.
Eux, ils sont payés pour que je sorte du Chili. Il y a eu des enveloppes qui sont passées à gauche, à droite. Ils savaient qu'il y avait été arrêté, mais je n'étais pas interdiction de quitter le pays. Mon âme était en train de pleurer énormément. Dans ma tête, j'avais l'idée que je quittais définitivement le Chili. Cet homme, il avait pas mal d'argent, donc on a vécu dans des hôtels. Je voyais que la vie parisienne, les gens, ils avaient une vie des riches, tout le monde avait des voitures, c'était l'hiver, les jeunes femmes avec des fourrures, on allait dans des grands restaurants. Je disais, mais ici, ils vivent énormément bien, quoi. Les gens sont tous heureux, et sans aucun souci. Je n'avais aucune notion combien gagnait le salaire minimum. Et lui, il m'est passé à l'époque 500 francs par jour pour les besoins de ses enfants. Que les enfants, on le passait hyper bien. Il me traduisait les films, on allait à toutes sortes de spectacles, on se buvait des chocolats partout. Et donc, j'étais dans l'insouciance totale. L'entreprise, elle tombe dans la ruine et là, on se sépare. Les autorités française allait m'accorder le statut de réfugié politique. Donc, j'ai choisi une formation très pratique en cuisine. Donc, je suis devenu cuisinier, j'ai eu un diplôme et j'ai travaillé dans des petits restaurants à Paris. Après, une grande chaîne. Et après, on m'a envoyé à Nîmes comme chef de cuisine. Je me suis installé à mon compte. J'ai commencé tout petit, un petit coin de Nîmes. Je le nommais en espagnol El Rinconcito, un petit coin. Tous les produits, c'était chilien. Il y avait un alcool chilien, des entrées empanades, des trucs très typiques. Et en définitive, c'est un restaurant qui a marché 35 ans. Béatrice était nîmoise. Il connaissait beaucoup sur le Chili. Elle parlait très bien espagnol. Il est venu, évidemment, à connaître ce restaurant chilien. Il m'a connu à moi. Et donc, on a établi une relation. Et donc, on a vécu ensemble avec un projet d'un jour, quand on prendrait la retraite, aller au Chili et vivre 6 mois. J'avais trouvé la femme de ma vie. Mais en même temps, j'étais parti en fin 76 et on te donne une carte de séjour et une carte de réfugié politique. Donc, j'avais perdu mon passeport chilien. Et donc, au consul, je lui ai demandé un rendez-vous et je lui ai dit, voilà, je suis réfugié politique ici en France, je vais aller au Chili, je vais voir mes parents qui sont très âgés et mes frères. Donc, il m'a dit, alors, on va poser la question au ministère de l'Intérieur à Santiago, on va mettre un peu de temps. C'est lui-même qui m'a téléphoné 6 mois après pour me dire qu'est arrivée la réponse. Il m'a donné le passeport pour aller au Chili. On a acheté un appartement à Santiago du Chili. On faisait notre vie, on a pris la retraite tous les deux. On allait en plein été là-bas et on venait plein été à Nîmes. En 2009, on visite la Fondation Victor Jara et la famille et me demande si je peux être témoin parce qu'avec ses avocats, ils ont trouvé des preuves et que là, je suis un témoin important dans l'assassinat de Victor. Parce que c'est moi qui l'ai enterré, c'est moi qui ai gardé ces événements, preuve de la torture. La question scientifique, elle avait avancé, il y avait l'ADN. Et donc, dans ce morceau de tissu de ces événements que j'avais touché en 73 pour couvrir son corps, il y avait mon ADN. Est venue la police scientifique, on a parlé un paquet d'heures, et après, avec un juge, j'ai donné tout mon témoignage, du point de vue judiciaire. Le but de ce procès au Chili, c'est condamner les militaires qui étaient dans le stade où il a été arrêté, torturé et mort. Donc, le procès a démarré au Chili, et là, il y a eu des soldats qui sont parlés. On découvre qu'il a été torturé, etc., mais qui sont joués à la roulette russe avec lui. C'est pour ça qu'il y avait 44 balles. C'est moi l'unique qui a vu ces trous
Quand je récupérais le corps, je ne l'ai pas compté, mais il y avait énormément de trous. Il y a 8 officiers et sous-officiels chiliens qui ont été condamnés au Chili. Il y a eu un ex-officiel et il part aux États-Unis. Donc, il est devenu citoyen chilien-américain. Lui est accusé pour les soldats, que serait lui qui aurait fait le dernier coup derrière sa tête à Víctor Jara. Donc, il y a eu un 12e procès, mais aux États-Unis. J'ai été appelé comme témoin. J'ai témoigné 10 jours. Il a été condamné en un procès civil. Les Américains, ils font pas d'extradition des citoyens américains. Une indemnisation à la famille, c'est tout. Et 50 ans après, peut-être la famille aura de justice. Parce que les États-Unis ont levé la nationalité américaine à cet Chilien, donc il aurait l'extradition pour être un procès au Chili qui fermerait tous ces procès. Et donc la justice, comme on dit, arrive un peu tard, mais elle arrive 50 ans après. Actuellement, l'État du Chili, où ont été arrêtés et torturés Víctor Jara et tués, il porte son nom. C'est Stade Víctor Jara. C'était très dur, mais je suis allé. Donc, parmi nous, il continue à être vivant, même si c'est douloureux. Chaque fois, il m'apparaît, dans des endroits les plus insolites, il y a quelqu'un qui met une musique, c'est tout juste une musique de lui, n'étant pas au Chili. J'ai participé à que lui et les autres ne soient pas oubliés, quoi. Parce que je ne suis pas un héros, j'étais un témoin qui a su réagir. Lui, sans doute, qui m'a aidé à enterrer les autres. Pour cet acte symbolique d'arriver à l'enterrer à lui, au nom de tout le reste des cadavres que j'ai vus, et ce jour-là, je les ai enterrés. Je les ai laissés une place dans le cimetière de Santiago. Et donc, personne ne pourra me dire « tu n'as rien fait ». Vous venez d'écouter Transfert, épisode 312, un témoignage recueilli par Antonella Francini avec Sarah Koskiewicz. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Victor Benamou. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.